Alors, dans cette vidéo, on va parler du problème de Bâle, du nom de la ville de Bâle en Suisse. Et ce problème consiste à calculer la somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 sur k carré, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., etc., jusqu'à l'infini. Là, ici, je ne vais pas vous expliquer pourquoi on appelle ça le problème de Bâle. Ici, je vais montrer comment on fait pour calculer cette somme. Alors, il y a plusieurs méthodes pour la calculer. On avait vu dans une vidéo comment le faire avec les séries de Fourier, donc ça, je vous mettrai le lien dans la description. Là, ce qu'on va voir, c'est la première preuve d'Euler, parce que le mathématicien Euler, c'est la première méthode qu'il a trouvée pour démontrer que vaut cette somme. Et on va voir qu'à la fin, on va avoir une petite surprise sur le résultat de cette somme. Alors déjà on voit que c'est une somme qui va de 1 à plus l'infini, donc il faudrait déjà tout d'abord justifier que cette somme existe, c'est-à-dire que la série 1 sur k carré converge, parce que si on calcule une somme qui au final diverge, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc pour montrer que cette somme des 1 sur k carré converge, on va utiliser non pas 1 sur k carré, mais 1 sur k plus 1 carré. Parce qu'on sait que 1 sur k plus 1 au carré est inférieur à 1 sur k fois k plus 1. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, k est inférieur à k plus 1. Donc si on multiplie à gauche et à droite, ça nous donne k fois k plus 1 est inférieur à k plus 1 fois k plus 1, c'est-à-dire k plus 1 au carré. Maintenant, si je fais l'inverse, comme c'est la fonction inverse est décroissante, je change le sens de l'inégalité. J'ai le droit parce que ici tout est positif. Et donc j'ai 1 sur k plus 1 au carré qui est inférieur à 1 sur k fois k plus 1. Donc c'est l'égalité que j'ai écrite ici. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire la décomposition en éléments simples du 1 sur k fois k plus 1. Je vais aller vite parce que ici c'est assez évident et puis c'est pas le but de détailler cette décomposition en éléments simples. Et ça fait 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Parce que si je mets au même dénominateur, j'aurai ici k plus 1 et ici k plus 1 moins k ça fait 1, et donc je retrouve bien le 1 du dessus. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire ma somme pour k allant de 1 à n. Alors je vais de 1 à n, parce que si je pourrais très bien partir de 0. Le problème c'est que si je pars de 0, je vais partir de 0 ici, et là j'aurai du 1 sur 0, donc pas possible. Donc du coup, il faut bien faire la somme de k égale 1 à n à gauche et à droite, parce que bien sûr cette égalité est vraie pour tout k appartenant à n étoiles, et notamment entre 1 et n. Donc là à gauche, je ne vais pas toucher à ma somme, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1 au carré. Et ici, on voit qu'on a une somme télescopique, on a la somme des 1 sur k moins la somme des 1 sur k plus 1. Donc j'ai la somme des 1 sur k moins la somme des 1 sur k plus 1, donc de k égale 1 à n, et ici de k égale 1 à n. Alors là, je vais aller vite sur la somme télescopique, parce qu'on l'avait déjà fait dans d'autres vidéos. On sait que là, on va sortir le terme pour k égale 1, donc ça va faire 1 plus la somme de 2 à n de 1 sur k. Et ici, je vais sortir le terme en n plus 1, donc ça me fait moins la somme de 1 à n de 1 sur k plus 1, moins 1 sur n plus 1, alors c'est moins parce que j'avais un moins devant la somme, donc quand je sors ça fait plus, mais avec le moins ça fait moins. Et ces deux sommes-là sont les mêmes si je fais ici le changement de variable, k plus 1 égale j. Là, je vois que si je remplace le k par 1, ça fait 1 demi, ensuite 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n plus 1, et là pareil, 1 demi, 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. Et pardon, là, hop, je vais jusqu'à n moins 1, autant pour moi. Et donc ces deux sommes sont identiques si je fais le changement de variable, donc je ne vais pas le faire parce que ici c'est évident. Et donc il me reste 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc ici, à gauche, j'ai ma somme de 1 à n des 1 sur k plus 1 au carré. Or, à droite, j'ai quelque chose qui est strictement inférieur à 1, parce que 1 moins quelque chose de positif, 1 sur n plus 1 c'est positif, c'est strictement inférieur à 1. J'ai donc finalement, si je repars au début, ma somme de k égale 1 à n plus 1, qui est strictement inférieur à 1. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la limite de ça. Alors attention, il y a une petite subtilité, parce que ici, si je développe ma somme, je vois que je pars de k égale 1, c'est-à-dire de 1 sur 1 plus 2, 1 plus 1, pardon, au carré, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré. Donc cette somme-là, elle commence à partir de là. Donc je vois qu'il me manque le terme ici pour k égale 1.
Donc c'est pas grave, je vais le rajouter à gauche. Donc je rajoute 1 à gauche et donc je rajoute 1 à droite. Et ça, c'est le terme pour k égale 0 de cette somme ici. Parce que si je remplace le k par 0, ça me fait 1 sur 1 au carré, ça fait 1, donc c'est lui. Donc finalement, je peux écrire que la somme de k égale 0 à n de 1 sur k plus 1 au carré est strictement inférieure à 2. Et donc ça, là, ça correspond à ça. Et donc si je fais tendre le n vers l'infini, bah, du coup j'ai le droit, ça converge, puisque c'est strictement inférieur à 2. Donc j'en déduis que ma somme converge, et donc en plus je peux dire que ma somme sera strictement inférieure à 2. Bon. Donc ça c'est juste pour justifier qu'on pouvait bien faire la somme de k égale 1 à plus l'infini. Alors maintenant, là autant c'était assez classique comme calcul, autant la deuxième partie, on va voir qu'elle est totalement différente de ce qu'on fait habituellement. Et on va voir que Euler a eu quand même des idées qui étaient assez intelligentes. Donc pour ça, on va poser la fonction f de x, qui est égale à sinus x sur x si x est différent de 0, et 1 si x est égal à 0. Pourquoi on fait ça? Parce que là, si on voit que en x égale 0, j'ai une valeur interdite, parce que j'ai sinus x sur x, donc pour x différent de 0, pas de problème. Par contre, quand x égale 0, bah, comme ici, c'est pas défini, il faut que je le définisse. Or, je sais que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1, et donc pour prolonger par continuité, je pose 1 si x est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire le sinus x, mais avec la formule de Taylor, et on sait que sinus x est égal à x moins x au cube sur factoriel 3, plus x puissance 5 sur factoriel 5, moins x puissance 7 sur factoriel 7, etc., etc., jusqu'à l'infini. On alterne plus, moins, plus, moins, plus, moins, il n'y a que des puissances impaires puisque le sinus est une fonction impaire, et on divise par les factoriels, alors ici factoriel 1 ça fait 1, factoriel 3, factoriel 5, factoriel 7, etc., etc. Maintenant, si je dis sinus x sur x, alors bien sûr pour x différent de 0, à ce moment-là je vais tout diviser par x, donc x sur x ça fait 1, ici j'ai moins x carré sur factoriel 3, plus x puissance 4 sur factoriel 5, etc., etc. On va voir qu'en réalité, ça va être lui qui m'intéresse. Là, a priori, on ne voit pas pourquoi, mais on va voir que c'est lui qui va nous intéresser. Et donc finalement, hein, ça, sinus x sur x, c'est la fonction f, bon, sauf en 0, mais là, on va considérer comme si on était pour x différent de 0. D'ailleurs, on voit bien que la limite de sinus x sur x en 0, ça fait 1, puisque ici, si on remplace par 0, tout ça, enfin le x par 0, tout ça, ça vaudra 0, et donc là, au final, j'aurai 1, donc du coup, c'est bien, la fonction l'a bien prolongée par continuité. Bon. Et là, Euler, il s'est dit, à droite, j'ai un polynôme. J'ai 1, x carré, x puissance 4, x puissance 6, etc., etc. Mais si j'ai un polynôme, ce polynôme a peut-être des racines. Et pour trouver ces racines, bah, j'ai juste à faire les racines de la fonction θ gauche, c'est-à-dire les racines de sinus x et sur x. Les racines, c'est quand la fonction s'annule. Or, quand est-ce que sinus x sur x s'annule? Eh bien, quand sinus x est égal à 0. Et attention aussi, quand x est différent de 0, parce que sinon, on sait qu'en 0, c'est une valeur interdite, et on voit qu'en 0, la fonction ne s'annule pas puisqu'elle vaut 1. Or, quand est-ce que sinus x est égal à 0? Eh bien, c'est quand x est égal à kpi avec k qui appartient à z. Alors attention, pas z, mais plutôt z étoile, puisqu'on a dit ici que x différent de 0. Donc si k égale 0, ça me donne x égale 0, c'est pas bon. Donc c'est pour k appartenant à z étoile. Et donc on sait ça, puisque le sinus, il va s'annuler quand je suis sur le cercle trigonométrique tout à droite ou tout à gauche, c'est-à-dire en 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etc. etc. C'est-à-dire kpi avec k appartient à z, puisqu'il y a aussi dans les négatifs, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. etc. Et donc, si mon polynôme à droite s'annule en pi, moins pi, 2pi, moins 2pi, 3pi, moins 3pi, etc., etc., eh bien, j'ai trouvé toutes les racines du polynôme, et il n'y en a pas d'autres, puisque le sinus ne s'annule que en ces points-là. Mais puisque j'ai trouvé toutes les racines du polynôme, je vais pouvoir écrire ce polynôme sous forme factorisée. Et on sait que un polynôme sous forme factorisée, c'est égal à le coefficient dominant, que je vais appeler pour l'instant petit a, facteur de x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine, fois x moins la troisième racine, etc., etc. Avec ici toutes les racines.
Mais qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait comme racine? On a dit que c'était kpi, avec k appartient à z, c'est-à-dire j'ai pi, moins pi, 2pi, moins 2pi, 3pi, moins 3pi, etc., etc. Donc là, je vais mettre à chaque fois les différentes racines que j'ai. Donc là, je vais mettre x moins pi, ça fait x plus pi. Ensuite, j'ai x moins 2pi, ensuite x plus 2pi, etc., etc. Jusqu'à l'infini. Puisqu'ici, j'ai une infinité finalement de polynômes. Enfin, j'ai un polynôme infini. Mais Euler, il s'est dit, ça, c'est pas terrible comme expression. Ce que je vais commencer par faire, c'est déjà inverser en mettant non pas x moins pi, mais pi moins x. Donc là, on va mettre pi moins x. Ici, alors c'est pi plus x, alors on veut dire c'est la même chose. Oui, mais c'est juste, on va voir pour la suite. Ici, pareil, je mets 2pi moins x. Ici, je mets 2pi plus x, etc., etc. Alors, attention, là, c'est pas vraiment égal, puisque là, j'ai multiplié par moins 1. Là, j'ai multiplié par rien du tout. Ici, de là à là, j'ai multiplié par moins 1. Là, par rien du tout, etc., etc. Donc, je vois que pour passer de là à là, je dois multiplier un certain nombre de fois par moins 1. Il y a moins 1 puissance quelque chose, sauf que moins 1 puissance n, ça vaut soit 1, soit moins 1, selon que n est pair ou impair. Mais dans les deux cas, que ce soit 1 ou moins 1, c'est une constante. Et donc, cette constante, on peut la rentrer avec la constante ici, petit a. Donc, finalement, ça va me donner une constante qui va s'appeler a'. C'est juste que le fait d'avoir changé les signes fait qu'on multiplie par moins 1, et bah du coup la constante n'est plus la même, c'est un a'. Bon. Mais là, Euler n'était toujours pas satisfait, il s'est dit, moi j'aimerais pas avoir pi à chaque fois, ou 2pi, 3pi, etc. Moi j'aimerais avoir 1. Et donc comment je fais pour avoir 1? Et bien ici je vais diviser par pi, ici je vais diviser par pi, ici je vais diviser par 2pi, ici je vais diviser par 2pi, etc., etc. Sauf que si là je divise par pi, bah pour compenser, il faut que je multiplie par pi. Si je divise par pi, je multiplie par pi. Si je divise par 2pi, je multiplie par 2pi, etc., etc. Mais encore une fois de plus, pi, 2pi, 3pi, etc., ce sont des constantes. Et donc ces constantes, je peux les rentrer dans cette constante A'. Et donc ça va me donner une nouvelle constante, que cette fois-ci je vais noter grand A, qui est la même que A', mais avec plein de pi en plus. Et donc qu'est-ce qu'on a si je simplifie ici, si je divise par pi? Donc ça me fait pi sur pi, ça fait 1 moins x sur pi. Le deuxième, ça me fait pi sur pi, donc 1 plus x sur pi. Ici, je divise par 2pi, donc ça me fait 1 moins x sur 2pi. Ensuite, ici, même principe, 1 plus x sur 2pi. Je vais faire celui d'après aussi, on va voir pourquoi. Donc là, après, ce sera avec 3pi, donc ça fera 1 moins x sur 3pi, et 1 plus x sur 3pi, bon, etc., etc., hein, jusqu'à l'infini. À partir de là, eh bien, Euler s'est dit, tiens, là, je reconnais une entité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. A moins B fois A plus B. A moins B fois A plus B, etc., etc. Alors, on aurait pu aussi le faire à ce niveau-là, ce qui est tout à fait possible, mais c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là pour la suite. C'est beaucoup plus simple de l'écrire sous cette forme-là. Donc, une fois qu'on a cette forme-là, nous allons pouvoir écrire notre sinus x sur x, mais sous forme développée, enfin sous forme plutôt factorisée, c'est-à-dire en ayant factorisé par à chaque fois a carré moins b carré. Donc si je fais a moins b fois a plus b, ça me fait a carré moins b carré. Alors le a carré, c'est toujours 1, et le b carré, c'est x sur pi au carré. Donc ça fait x carré sur pi carré. Ensuite, si je fais a moins b, a plus b, le a, c'est toujours 1. On voit qu'à chaque fois, le petit a, il vaut 1. C'est ça l'intérêt par rapport à ici. C'est que là, le petit a vaut 1. Donc, du coup, j'aurai toujours 1. Et moins b carré. Donc là, c'est x carré sur 2pi le tout carré, c'est-à-dire 4pi carré. Donc, x carré sur 4pi carré. Maintenant, avec le 3, parce que j'ai fait exprès pour ça d'avoir le terme d'après, ici, je vais avoir toujours a carré qui vaut 1, et le b carré, ce sera x carré sur 9pi carré, parce que 3 au carré, ça fait 9. Donc là, j'ai 1 moins x carré sur 9pi carré. Et donc après, hein, etc., etc. Et c'est là qu'on voit apparaître quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est Euler qui s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est que là, on va faire par identification des deux expressions que j'ai notées là. Parce que ce que je remarque, c'est que là, j'ai un polynôme sous forme développée, alors que là, j'ai un polynôme sous forme factorisée. Eh bien, nous, on va faire par identification avec le coefficient de x carré. Pourquoi? Parce que le coefficient de x carré, ici, c'est évident, c'est moins 1 sur factoriel 3, c'est-à-dire moins 1 sur 6. Que factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Donc, pour lui, là, j'ai moins 1 sixième. Mais qu'est-ce que j'ai en coefficient de x carré
là-dedans? Eh bien, j'ai le grand A, tout d'abord, parce que lui, il sera de toute façon partout. Et puis là, comment je fais pour avoir du x carré? Bah, si là, je prends x carré, par exemple, de cette parenthèse, parce qu'il faut imaginer qu'on redéveloppe tout. Si je prends le x carré de cette parenthèse, je ne peux pas prendre un autre x carré ailleurs, parce que x carré, ça va me faire x puissance 4. C'est-à-dire que le moins x carré sur pi carré, lui, va faire x1, 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 x1. Donc du coup, là, le coefficient qui vient de là, ce sera moins 1 sur pi carré. Mais je peux aussi faire du x carré en prenant le x carré ici, mais en prenant 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, et 1 ailleurs, partout. À chaque fois, de toute façon, je suis obligé de prendre le x carré juste d'une seule parenthèse, et puis le 1 des autres parenthèses. Donc si je prends le x carré d'ici, j'aurai en x carré moins 1 sur 4 pi carré. Moins 1 sur 4 pi carré, et tout ça fois 1 à chaque fois, parce qu'on a vu qu'on est obligé de prendre le 1. D'où l'intérêt d'avoir factorisé tout à l'heure, d'avoir fait la petite bidouille, de le mettre sous cette forme-là, comme ça, si je prends le x carré, tous les autres coefficients, ce sera 1. Ensuite, si je regarde le terme d'après, qu'est-ce que j'ai? Là, dans x carré, j'ai moins 1 sur 9 pi carré. Ensuite, j'aurai moins 1 sur 16 pi carré. Alors, je l'écris, hop, moins 1 sur 16 pi carré, puisque à chaque fois, là, c'était 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, donc là, j'aurai 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et donc, etc., etc. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais juste déjà calculer ce A, parce que c'est vrai que là, le A, il n'est pas très intéressant. Et donc, pour calculer ce A, bah, je vais tout simplement faire remplacer le x par 0. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je peux pas, puisque là, c'est une valeur interdite. Oui, certes, mais on a vu que f de x, on peut très bien le définir sous cette forme, hein, si x égale 0, ça fait 1. Au pire, on fait la limite quand x égale 0, et on voit qu'à ce moment-là, qu'à gauche, bah, ça fait 1. Et à droite, si je remplace le x par 0, ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, etc., etc. Et donc ça me fait 1 égale a fois 1, c'est-à-dire a est égal à 1. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir fait cette petite transformation, parce que si j'avais gardé, comme tout à l'heure, mon x moins pi fois x plus pi, etc., etc., bah, en remplaçant le x par 0, j'aurais eu moins pi fois moins 2pi, fois 2pi, etc., etc. Et donc à ce moment-là, la constante, le coefficient de dominance, est beaucoup plus compliqué à trouver. Donc là, comme le a, je viens de montrer qu'il était égal à 1, finalement, je peux l'enlever ici et là, puisque si a égale 1, ça me donne juste ça. Ok. Et là, je vois que c'est très intéressant, parce que déjà, je n'ai plus besoin de parenthèses. Je vois que j'ai moins 1 sixième, et là, moins 1 sur pi carré, moins 1 sur 16 pi carré, etc., etc. Donc je vois que j'ai des moins partout. Donc je peux déjà multiplier par moins 1 à gauche et à droite. Donc là, ça me donnait 1 sixième. Et là, je vois qu'après, donc tous les moins deviennent des plus. Et en plus, je peux factoriser par 1 sur pi carré. Parce que je vois que j'ai du sur pi carré partout. Si je factorise par 1 sur pi carré. Donc déjà les 1 s'en vont, donc, enfin les moins s'en vont, donc ça fera 1. Là, il me restera 1 quart. Là, ici, le pi carré s'en va, le moins aussi, donc 1 neuvième. Là, le pi carré, le moins s'en va, donc 1 seizième, etc. etc. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est exactement ce que je cherche, puisque 4, c'est 2 au carré, le 9, c'est 3 au carré, le 16, c'est 4 au carré, etc., etc. Donc en réalité, ma parenthèse est égale tout simplement à ma somme S que je cherche. Et c'est bien la même, puisque là ici je pars de 1 plus 1 quart plus 1 neuvième, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième, jusqu'à l'infini. Donc là, ma parenthèse, elle est égale à S. Et donc le pi carré, je le multiplie à gauche. Et donc ça me fait S qui est égal à pi carré sur 6. Et donc voilà le résultat que l'on obtient pour cette somme infinie. On trouve que la somme des inverses des carrés, des entiers de 1 à l'infini, donc 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième, etc., est égal à pi carré sur 6. Et là, on se dit, mais que vient faire le pi, et encore plus le pi carré, dans cette somme, sachant qu'au départ, je n'ai aucune notion de trigonométrie, puisque généralement, le pi, c'est tout ce qui est sinus, cosinus, etc. Et donc là, en faisant 1 sur 1 plus 1 sur 4 plus 1 sur 9 plus 1 sur 16, c'est-à-dire je ne fais qu'ajouter finalement l'inverse d'entier, certes au carré, mais de toute façon ça reste pour l'instant aucun lien avec la trigo, eh bien on arrive à retrouver du pi. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette somme, c'est qu'on trouve du pi, alors qu'au départ, on a uniquement des entiers ou l'inverse d'entiers, et on arrive quand même à retrouver pi.
C'est ça qui est quand même assez fou. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais moi je suis parti quand même de sinus, et sinus là, pour le coup, c'est en effet du pi. Oui, sauf que le sinus, là, on a vu, c'était juste une petite astuce finalement pour après identifier le coefficient de x carré, mais ça s'arrête là. Et en plus, bon, au début, j'ai juste pris la fonction sinus x sur x, juste pour faire ça, cette identification. Mais à la fin, on voit que je n'ai plus aucun rapport avec le sinus. Voilà. Donc, c'est assez extraordinaire, mais on arrive à retrouver du pi comme ça. Alors, en réalité, cette fonction hein, que j'ai dite ici, enfin cette somme, on peut la généraliser un petit peu, et on peut faire, on va poser une fonction, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Euler qui l'avait posé, la fonction zeta de x, qui est égale à la somme de k égale 1 à plus l'infini, mais de 1 sur n, enfin k plutôt, puissance x. C'est-à-dire que finalement, là je viens de calculer pour x égale 2, donc je viens de calculer s de 2. Enfin, zeta de 2. Donc zeta de 2 est égal à pi carré sur 6. Alors après, on pourrait aller plus loin en calculant zeta de 3, zeta de 4, mais on pourrait même calculer avec des complexes, c'est-à-dire qu'en réalité, ici, le x peut être un complexe. Et donc, là, on rentre dans des choses beaucoup plus compliquées, mais en tout cas, cette fonction est assez classique, elle a été étudiée en long, en large et en travers, on trouve énormément de documentation sur Internet dessus. Et si on calcule zeta de 3 ou zeta de 4, on retrouverait du pi puissance 3, pi puissance 4, etc. etc. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Python, parce que là, je vous ai dit que la somme valait pi carré sur 6, mais on va voir avec Python qu'en effet, bien évidemment, on retombe sur le même résultat, parce que le Python va juste faire de manière calculatoire ce que nous on a démontré de manière un peu théorique, et on va voir justement qu'est-ce qui se passe quand on remplace le x par 3, 4, 5, 6, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Une fois que le programme aura été fait, de toute façon, c'est assez facile de remplacer le x par d'autres valeurs. Hein. Le programme se modifie assez facilement. Donc, pour vérifier la limite avec Python, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la somme. Donc au début, notre somme, elle vaut 0. Et après, on va faire une boucle for. Donc par exemple, ici, j'ai fait for i in range de 1 à 20. Après, on pourra modifier, hein, bien sûr, ce 20. Et on va calculer à chaque fois le 1 sur i au carré, puisqu'on a vu que c'est 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, 1 sur 3 au carré, etc., etc. C'est-à-dire 1 sur i au carré. Donc le 1 sur i au carré, il est ici, hein, c'est 1 divisé par i étoile étoile 2. Étoile étoile, c'est pour la puissance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que s, c'est égal à l'ancienne valeur de s plus le nouveau terme. C'est-à-dire qu'au début, quand i sera égal à 1, j'aurai 0 plus 1 sur 1 au carré. C'est parfait. Ensuite, quand i vaudra 2, ça fera l'ancienne valeur de s, donc 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré. Ensuite, quand i sera égal à 3, bah, je rajouterai 1 sur 3 au carré, etc., etc. Et tout ça jusqu'à, alors non pas 20, mais 19, parce que quand on fait une range, il y a toujours 1 de plus à la fin. Donc ça veut dire que là, j'irai jusqu'à 1 sur 19 au carré. Ensuite, ce que je vais afficher, bah, c'est la somme qui est donnée. Donc, je vais faire print la somme de s, enfin la valeur de la somme est, puis je vais mettre la valeur s, la variable s. Ensuite, je vais comparer avec la valeur qu'on vient de trouver, à savoir pi carré sur 6. Donc, je vais faire print la limite est pi carré sur 6, c'est-à-dire pi étoile étoile 2 divisé par 6. Et pour comparer la différence entre la valeur et cette limite, et ben, je vais faire la différence est 2, et donc je vais écrire ici pi carré sur 6, la vraie valeur, moins s, qui est la valeur de la somme. Alors voyons déjà ce que ça nous donne avec i qui est égal, enfin qui va jusqu'à 20, plutôt 19. Donc là, on voit bien la valeur de la somme est 1,59 Excel. La limite est 1,64, donc on voit qu'on a une différence de 0,05. Donc c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Alors voyons ce que ça donne par exemple avec 200. Donc avec 200, je vois que je me rapproche un petit peu, parce que la différence est plus que de 0,005. C'est-à-dire que j'ai une décimale de plus, hein, j'ai divisé par 10 la précision, donc c'est pas mal. Voyons maintenant ce que ça donne avec 2000. Donc avec 2000, par contre, là, on voit que c'est le même principe, hein, je divise par 10, j'ai rajouté un 0. Donc c'est pas mal, sauf que on voit que 2000 termes, c'est quand même beaucoup, et j'ai une précision qui est de 0,0005. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire comme précision, surtout pour 2000 termes. Voyons avec 20 000.
Donc avec un 20 000, même principe, hein, je divise par 10, j'arrive à 10 puissance moins 5 cette fois-ci, c'est comme si j'avais rajouté un zéro ici. Sauf qu'on voit quand même qu'on passe à 20 000 termes. 20 000 termes, là, ça commence à faire vraiment beaucoup. En tout cas, pour Python, non, mais à faire à la main, c'est assez énorme. En passons à 200 000, hein, carrément, soyons fous, voyons voir ce que ça donne. Là, je vois qu'encore une fois, j'arrive à 10 puissance moins 6, donc en fait, on peut voir que, à peu près, on a une règle qui nous dit que quand je multiplie le nombre de termes de la somme par 10, j'ai une précision qui est divisée par 10 aussi. Enfin, en tout cas, qui est une différence entre la vraie valeur et la limite qui est divisée par 10. Alors ça montre bien que la vraie limite de S, c'est bien pi carré sur 6, parce que plus je rajoute de termes, plus je me rapproche, hein. Mais on n'a pas non plus une précision à 10 puissance moins 20, par exemple, comme dans d'autres algorithmes. Alors, l'intérêt ici, si je reviens par exemple avec 200 ou 2000, c'est que avec ça, on peut faire la fonction zeta de Riemann. La fonction zeta de Riemann, c'est la même, mais non pas avec la somme des 1 sur i carré, mais la somme des 1 sur i puissance s. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir 1 sur i puissance 3, je pourrais avoir par exemple 1 sur i puissance 4 ou n'importe. Alors, si on fait ça, justement, eh bien, on devrait retomber sur les valeurs que je vous montre ici. Par exemple, zeta de 4, c'est la même formule, mais avec la somme des 1 sur i puissance 4. Donc là, comme on vient de voir ici, normalement, ça tend vers pi puissance 4 sur 90. Pour 6, ça donne pi puissance 6 sur 945, etc. Donc on va vérifier, par exemple, cette valeur-là grâce à cet algorithme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va remplacer le 2 par 4, parce que la somme des 1 sur i puissance 4. Et on a vu que c'était pi puissance 4 sur 90. Donc là, je vais mettre pi puissance 4. Hop, ici plutôt. Donc pi puissance 4 divisé par 90. Et là, je vais aussi remettre pi puissance 4 divisé par 90 pour vérifier que la limite, c'est bien la bonne. Alors là, j'ai mis 2000 termes, comme ça on a une bonne précision quand même. Donc on voit que c'est très bien parce que là, j'arrive à 10 puissance moins 11 pour le coup. Donc avec 4, c'est plus rapide. Alors c'est normal parce que là, les termes vont de plus en plus, enfin décroissent de plus en plus rapidement. Donc j'aurai une précision qui sera meilleure avec moins de termes. Donc on voit que la valeur qui était donnée ici est la bonne. On peut essayer par exemple avec 8. Donc là, c'est pi puissance 8 sur 945. Donc là, déjà, je vais mettre ici 8. Et là, c'est pi puissance 8. Hop, et divisé par, comme on l'a vu, ici, c'était marqué 9450, pardon. Donc là, on va rajouter 45 pour 9450 et ici aussi. On va réenregistrer. Et là, on voit que toujours avec 2000 termes, j'ai une précision qui est à 10 puissance moins 16. Donc c'est parfait. Là, c'est beaucoup plus précis pour le coup, puisque, encore une fois, les 1 sur i puissance 8 décroissent beaucoup plus rapidement que les 1 sur i puissance 4 ou que les 1 sur i au carré. Ce qui fait que les termes que je rajoute sont de plus en plus petits, sont vraiment très 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 petits, et donc bah, j'arrive à une précision, enfin à la valeur de la limite, beaucoup plus rapidement qu'avec les 1 sur i carré qu'on a vu précédemment. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres sujets pour le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.